Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. La troisième ou quatrième vidéo de ma chaîne YouTube, c'était mes livres préférés de tous les temps. Et la dernière fois je me suis dit, il y a eu du changement entre temps. J'ai eu quelques nouveaux coups de cœur ces dernières années et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un espèce de guide de lecture de About Estelle. Genre si vous voulez vraiment faire le taste test, toute ma personnalité de lecture va être contenue dans cette vidéo. Je vais pas vous présenter 40 trucs là, je vais vous en présenter 9. C'est stratosphérique. Vous voyez, je vous parle vraiment de coups de cœur intersidéral. Et je vais faire dans l'ordre chronologique de quand je les ai lus. Nous allons commencer par un des premiers livres que j'ai lus de ma vie, sur celui qui a été ma référence de livre préféré pendant les 3 premières années. Je l'ai découvert en 2015, il s'agit de The Host de Stephenie Meyer. On parle tellement de Twilight que du coup ce truc là reste complètement endormi. Je vais beaucoup trop fangirler pendant cette vidéo. On est sur de la science-fiction slash romance adulte. Je pense qu'il y a plusieurs lectures de ce livre. Tu as la lecture très littérale sur vraiment la science-fiction de base. Tu as la lecture un petit peu plus ouverte où tu te dis ah mais d'où ça vient ça Stephenie Meyer. Et après t'as vraiment le truc de la vision globale où en fait ceci n'est qu'une métaphore. Il y a une race d'aliens qui s'appelle les âmes qui vont de planète en planète afin d'imprégner les gens qui s'y trouvent et d'en prendre le contrôle pour sauver les planètes. Les humains par exemple, c'est une planète un petit peu hardcore puisque non seulement ils sont tous complètement horribles les uns avec les autres, ils s'entretuent, il y a des guerres, mais en plus de ça ils font du mal à la planète. Du coup ils arrivent et ils imprègnent un maximum de monde et ils mettent en place une nouvelle société. Les âmes sont considérées comme la pureté et je pense que le mot n'a pas été choisi au hasard, ils sont vraiment au-dessus. Le truc c'est que ça ne plaît pas à les humains quoi, parce qu'ils ne veulent pas se faire éradiquer et puis même s'ils sont conscients qu'en effet ils n'ont pas toujours fait les choses bien, ils pensent qu'ils ne méritent pas non plus d'être effacés comme ça de la face du monde. Il y a un groupe de résistance qui se forme. On va suivre Wanderer qui est donc une âme, on va suivre Mélanie. Wanderer va réussir à imprégner le corps de Mélanie qui était une des résistantes et en fait au lieu de complètement faire disparaître la conscience de Mélanie, elle ne va pas réussir puisque Mélanie est hyper forte psychologiquement parlant et du coup elle va se retrouver à toujours l'entendre dans sa tête et elles vont être deux dans un même corps. Mélanie va essayer un petit peu d'amadouer l'âme pour lui faire ressentir les émotions humaines afin que peut-être elle ne balance pas où est le groupe de résistants et c'est ce qui va se passer. C'est là où la magie s'opère. Elle a fini par tomber amoureuse des humains grâce à l'esprit de Mélanie, mais eux ils ne peuvent pas la croire puisque c'est une âme en fait, littéralement elle est là pour tous les balancer. Mélanie est en couple de base avec Jared, mais Jared ne veut pas du tout avoir affaire avec elle parce que lui il ne sait pas que Mélanie est toujours à l'intérieur et Wanderer, donc l'âme, va en fait se retrouver complètement subjuguée et submergée par les émotions humaines et va s'attacher à Ian. Franchement il y a plein de choses, il y a en même temps un message d'amour et de tolérance, il y a en même temps un petit peu ce renversement de le bien et le mal. Au final les âmes qui se prétendent comme être nous on veut le bien, on est là pour la pureté et tout, bah en fait elles se retrouvent mine de rien à anéantir des gens tu vois, donc qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'à où tu peux dire que tu fais le bien, comment on peut tous vivre ensemble et comment on peut apprendre de nos erreurs et surtout c'est quoi au final l'important. Genre vraiment ce livre il est basé sur les émotions humaines et la beauté des émotions humaines. Il dit que certes on fait n'importe quoi et ça c'est vrai, mais rien en fait ne peut enlever à l'humanité la beauté des émotions et c'est ça en fait qui fait que la planète Terre est une planète qui est tant convoitée par les âmes. Tout le monde veut aller sur Terre pour expérimenter ce que c'est qu'une vie humaine. We know what that means. Ça m'a marqué, ça me marquera toujours, c'est un peu mon comfort book que je relis. Il ne perd pas son charme, que ce soit pour son côté spirituel ou son côté même science-fiction ou même son côté romance, parce que mine de rien quand on est deux dans un même corps et qu'on a un boyfriend de chaque côté, c'est pas si mal. Donc bref, je vous le conseille, mais tellement fort les amis, tellement fort. Je pense que tout le monde peut récupérer un truc de ce livre. J'arrête de parler et on passe au prochain livre. Ça va être horrible les gars. Le livre numéro 2 que j'ai découvert en 2016 et qui pour le coup a vraiment en fait lancé l'étape supérieure. Pour le moment j'avais 1 ou 2 livres que je relisais en boucle. J'avais pas cette frénésie de lire, mais je l'ai eu avec la saga Shatter Me de Tahereh Mafi. Si vous êtes là depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez que c'est un peu la nostalgie. La première saga qui m'a définie. Si vous me demandez Estelle, c'est quoi vraiment genre ta saga préférée, je suis obligée de dire Shatter Me. Même si je suis hyper consciente que le tome 4, 5, 6 sont moins bons, le goût qu'il avait en 2016 est incomparable. You had to be there to experience it. Et ben pour moi c'est Shatter Me. C'est grâce à ça que j'ai découvert Booktube, que je suis tombée sur une vidéo de Whitney Novels et c'est comme ça que j'ai découvert du coup ma youtubeuse préférée. Ce sont les premiers livres que j'ai achetés en physique puisqu'avant je ne m'autorisais pas à acheter des livres en physique
musique, j'ai fait des gâteaux pour les anniversaires des personnages, ok? J'ai fait tellement de vidéos, tellement de cosplay. Shatter Me et moi, je pense que c'est pour la vie, parce que c'est juste le premier livre qui est rentré dans mon cœur, et même quand je relis le 1, je vous jure, j'ai des frissons, pas forcément parce que je suis en mode oh my god c'est incroyable, même si je trouve toujours que la trilogie initiale pèse dans le game, et je me souviens de quand j'avais découvert ça et que j'étais en mode mais comment vous voulez que je fasse autre chose dans ma vie quoi. Donc on est sur une dystopie, c'était l'ERA, et celle-là est assez particulière puisque on était vachement plus orienté sur la plume et sur la romance et sur la psychologie un petit peu tordue des personnages que vraiment le monde. Finalement le monde de Shatter Me il est un peu bancal hein, et ça je pense que tout le monde le dit. Voici le personnage de Juliette qui est enfermée dans un asile depuis maintenant 1 an puisque elle a une espèce de capacité supernaturelle. Lorsqu'elle touche quelqu'un, elle le tue. Ça va attirer l'œil du nouveau gouvernement qui a été mis en place suite à la 3e guerre mondiale. Ils pensent qu'elle pourrait être un atout majeur. Warner, qui est l'un des généraux de ce nouveau gouvernement, va la sortir de son petit asile et essayer de l'utiliser. Elle ne veut pas du tout et elle va s'éprendre pour un des soldats du coup de ce Warner qui s'appelle Adam, qui bizarrement est le seul qu'elle peut toucher. Je pense que j'ai pas besoin de vous décrire ce que c'est que ce truc parce que vous l'avez tous vu, vous l'avez tous lu. C'est un livre qui vraiment a mérité sa hype à l'époque et qui est toujours bon de lire et franchement moi je le recommande toujours. Les personnages principaux masculins, un c'est le grand méchant, l'autre c'est le mec tout mignon, et en fait tu te rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, que tous les deux ils ont des backstories assez différentes et au fur et à mesure que l'histoire progresse, tu vas un petit peu switcher de camp. Et certes il y a pas mal de gens qui disent pas du tout sain la relation, mais oui les gars, alors déjà de 1 on est en dystopie, de 2 on est en temps de guerre, il se passe des trucs qui sont pas forcément toujours ouf en termes de romance, dans ce genre de circonstances, mais écoutez moi la petite Juliette je ne lui en veux pas. En termes de personnages principaux, je pense pas que j'ai retrouvé une Juliette. C'est un personnage qui a osé être très faible, vraiment se tromper et vraiment parfois même dans l'inaction. C'est un personnage qui a énormément douté, qui a énormément pleuré et on l'a défoncé par rapport à ça, alors que il faut pas oublier que c'est une meuf de 1 a passé 1 an dans un asile, qui avant ça a été complètement rejetée par sa famille, qui a été utilisée, martyrisée, torturée encore et encore et encore. Qu'est-ce que vous attendez d'une personne comme ça? Sérieusement. Et franchement moi ça m'a toujours fait du mal quand les gens me disaient qu'elle était complètement nulle, pleurnicheuse. Vous vous rendez compte, vous parlez de quelqu'un genre qui a vécu des trucs horribles. Donc ouais moi je suis pour les personnages vulnérables, les personnages émotifs. Do you have any idea how many times I've read this? Bref, si vous voulez des punchlines absolument incroyables, parce que Mr. Warner, c'est mon amoureux depuis tout ce temps, c'est mon amoureux depuis 10 ans. Le livre numéro 3, genre vraiment si vous me demandez c'est quoi mon livre préféré de tous les temps, ce serait I'll Give You the Sun de Jandy Nelson. Si vous êtes là depuis un petit moment pareil, vous savez que ce livre c'est plus que toute ma vie, c'est toute mon existence, c'est toute mon âme. J'en ai fait pas mal de vidéos. On part sur un contemporain young adulte, l'un des genres fondateurs de ma personne et un des genres que je vais aimer je pense jusqu'à la fin de ma vie, où on va suivre l'histoire de 2 jumeaux, Noah et Jude. On a les points de vue de Noah lorsqu'ils ont 14 ans et le point de vue de Jude lorsqu'ils ont 16 ans. Tu captes qu'en fait il s'est passé quelque chose entre eux qui a fait qu'ils se sont complètement séparés et qu'ils ne se parlent plus. D'un côté on a Noah qui est ce garçon vachement incompris, c'est un artiste qui dessine et qui se sent très seul. Il a un monde interne qui est hyper riche, il est tout dans les couleurs, dans l'art, dans les motifs et il va tomber amoureux de son voisin et ça va en fait créer beaucoup de soucis au sein de sa famille et aussi au sein de la société puisque va faire face à pas mal d'homophobie. Et de l'autre côté on a Jude, aussi en fait cette fille incomprise, mais parce que tout le monde en fait la prend pour une peste et tout le monde ne fait que la voir comme cette fille qui est juste jolie et pas du tout, c'est aussi une artiste qui est peut-être un peu moins reconnue que son frère puisque elle est plus dans la sculpture, dans la couture et c'est pas forcément des trucs qui peuvent être waouh comme ce que la peinture peut l'être. Et ce qui va se passer c'est que leur mère va mourir. Leur mère c'est leur plus gros modèle dans la vie. Pour Noah c'était en fait la personne qui l'aimait le plus au monde. Sa mère c'était elle qui le motivait à dessiner, qui l'avait même motivé à entrer dans une école spéciale. Tandis que Jude, un petit peu sa pire ennemie puisqu'elles n'arrivaient pas à s'entendre. Elle avait toujours l'impression de la décevoir et qu'elle n'était pas en fait la personne qu'elle voudrait qu'elle soit. Dans en fait les points de vue du futur, Noah s'est complètement refermé sur lui-même, il ne peint plus, il ne parle plus à personne. Et Jude en fait a l'impression que le fantôme de sa mère la hante. Alors que c'était Noah qui avait supposément le plus grand avenir dans l'art, c'est finalement Jude qui se retrouve à être dans cette grande école d'art et elle se sent complètement illégitime. Et je pourrais parler encore des heures de ce livre puisque là je vous ai dit qu'un centimètre du plot, en même temps il y a des histoires avec le père, en même temps il y a des histoires avec leurs amis communs, en même temps il y a plein de trucs les gars. Avant tout c'est un livre sur l'art, sur ce que c'est qu'être un artiste, avoir en fait cette passion, avoir cet appel en fait de juste créer, c'est tellement beau, la plume, tout est là, tout est très coloré, tout est très poétique. En même temps c'est un livre sur l'amour frère et sœur. Il y a des scènes dans ce livre qui me font pleurer
pleuré et je ne vais pas en parler puisque la dernière fois que j'en ai parlé j'ai encore chialé. Vraiment en fait ce lien, cette connexion, ce que t'es prêt à faire l'un pour l'autre, la manière dont tous les deux ils étaient prêts à se protéger. Et après il y a aussi cette rivalité, notamment en fait la rivalité un petit peu amoureuse. C'est de la merde puisque quand on est ado, notre monde peut se retourner à cause juste d'un garçon ou d'une phrase qu'il a dit à l'un et pas à l'autre. C'est tellement important à ce moment-là de notre vie puisque on se construit en fait en tant qu'individu, on se construit avec notre sexualité. Et il y a ce petit désaccord entre Jude et Noah. Ça a révélé cette rivalité qu'il y a entre eux qui vient en fait de leur mère mais qui du coup se transpose sur un garçon. C'est un peu le livre préféré de plein de gens. C'est un livre qui parle de tout. C'est aussi un livre avec pas mal de trigger warning, notamment agression sexuelle, deuil, suicide, homophobie. Ce trope que j'aime bien. La boucle se boucle. Au début du livre, on te présente plusieurs personnes et tu sais pas trop comment elles interagissent les unes avec les autres. Et à la fin, tu comprends tout. À la fin, t'es en mode putain, mais en fait, truc, c'était truc, et truc, c'était truc. Le truc qu'ils ont dit au début, ça se répercute sur la fin. Et le message de la fin, en fait, c'est le même que le début. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cette sensation que le livre fonctionne tous ensemble. Il n'y a pas vraiment de début, de milieu, de fin, c'est juste c'est ça en fait, le livre c'est ça, tout se répond à tout à l'intérieur du livre. Et Jendy Nelson va sortir un nouveau livre en septembre. Elle aura mis 10 ans à l'écrire. Après celui-là je pense que ça passe ou ça casse puisque c'est tellement pas perché. Moi c'est tellement profond en fait que je pense qu'il y a des gens qui vont être en mode bah c'est un petit peu chiant, franchement donnez-lui une chance, ça laisse pas indifférent, je suis sûre que ça peut faire pleurer, ça se passe pendant l'été, enfin bref, venez, on est de fou plus on rit. Est-ce que c'est le moment? Ah oui, yeah. It's the moment. Là, on va arriver avec my brand. Genre vraiment, accueillez mesdames et messieurs ma fantaisie préférée de toute ma vie, Captive Prince de C.S. Pacat. Je sais que ça divise. Je sais que cette saga, elle est détestée et que certains la trouvent horrible et que les gens ne comprennent pas, mais je pense que... je ne sais pas. La technique d'écriture, la puissance de l'intrigue, la qualité des phrases, la qualité des scènes, comment c'est tissé, la qualité de la progression des relations. Rien n'est laissé au hasard. Toutes les phrases ont été relues 15 fois. C'est tellement précis. Je pense que C.S. Pacat, c'est vraiment l'une des meilleures autrices de notre génération. On est dans une trilogie de fantasy historique qui remet en scène la France des années 1600 et la Grèce antique. Donc elle s'inspire de ces deux époques avec tous leurs plus gros vices et elle t'en fait une super histoire de royaume et de géopolitique. Nous voici l'histoire du prince Damianos qui est donc le prince de Achélos, la Grèce, Laurent qui est le prince de France, qui est le prince de Vers. Damianos va être envoyé en tant qu'esclave dans le royaume de Vers par son grand frère qui veut absolument récupérer la couronne. Et le truc c'est que il ne faut pas que Vers sache que le mec qui arrive là c'est Damianos puisque Damianos il a tué l'héritier lors de la dernière guerre, donc le grand frère de Laurent. Il est appelé comme l'assassin du roi. Du coup quand il arrive là-bas, il change un petit peu son identité et il dit qu'il s'appelle juste Damen. Il est attitré en fait à Laurent. Dans ce royaume-là, il y a des bails de esclaves sexuels absolument dégueulasses. Il va subir énormément d'abus, énormément de tortures. Et c'est surtout en fait, je pense, l'histoire de deux princes qui se rebellaient contre le destin qu'on leur a imposé. Laurent, il a été lui-même pas mal abusé quand il était petit et on l'a un petit peu forcé dans un rôle qui lui correspond pas forcément, tandis que Damianos, bah, forcément il a été envoyé par son frère, sa couronne lui a été refusée et ils vont vraiment tous les deux contrer ça et renverser le truc pour récupérer ce qu'il leur est dû et tomber amoureux un petit peu aussi au même moment. C'est ça en fait qui dérange dans cette trilogie, c'est ce principe de mais attends comment tu peux tomber amoureux de la personne qui t'a fait du mal et tout. Franchement faut lire le livre, je dis pas que c'est forcément bien ou c'est forcément pas bien, mais le livre en fait dessine ça d'une manière qui je trouve est juste. Dans le tome 1 il n'y a aucune notion de romance de quoi que ce soit, il faut attendre la fin du tome 2 où ils sont tous les deux en fait sur un rapport égalitaire. Lorsqu'ils sont maîtres et esclaves, il n'y a pas du tout de notion de ça, de quoi que ce soit. C'est avant tout en fait un livre qui est historique et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut tenir en tête. Tous ces trucs là en fait ça a existé. Une bonne liste de trigger warning, faites attention, renseignez-vous avant de vous lancer là-dedans parce que c'est un petit peu choquant. Franchement le tome 1 il fait très peur. Vous savez que je déteste ça. Je ne suis pas du tout là pour savoir la guerre entre deux royaumes, mais sachez que j'ai bouffé chaque ligne de bataille, ce que vous voulez, parce qu'en fait elle rend tout tellement épique, c'est cinématique, c'est juste Capri quoi. Il y a rien qui peut se frotter à la grandeur, vraiment j'en ai lu des fantasy les gars, mais il y a rien qui lui arrive à la cheville. En fait cette meuf elle a tout, non seulement elle a les personnages qui sont complexes, qui progressent, qui te révèlent petit à petit leurs vraies intentions, leur vrai visage, qui entre eux en fait au début sont dans une retenue énorme et au fur et à mesure ils se montrent de plus en plus vulnérables. En même temps tu as du dialogue, les dialogues de C.S. Pacat, il faut le lire pour savoir. En même temps t'as la plume qui est si perspicace et si...
tu vois, comme ça là. Encore une fois, c'est je pense une des fandoms avec laquelle j'ai fait le plus de choses, avec laquelle j'ai fait le plus de vidéos de cosplay. Pareil, je les relis très souvent parce que c'est juste le best thing ever. Et ouais, et voilà. Le prochain livre, les amis, c'est un livre dont je ne parle quasiment jamais. Et j'ai un peu honte parce que c'est aussi un de mes préférés de tous les temps, mais je crois que je vous l'ai dit 3 fois dans ma vie. Et surtout, je ne l'ai lu qu'une seule fois. Radio Silence de Alice Oseman. On est encore sur du contemporain, young adulte, où on suit l'histoire de Frances qui a toujours été l'élève parfaite, elle a toujours bien suivi les codes de la société, elle va rentrer dans une grande université, vraiment sa vie est toute tracée. Et Frances, elle a une grande passion dans la vie, c'est qu'elle dessine, elle fait des dessins et notamment elle fait énormément de fan art pour un podcast qu'elle adore qui s'appelle University, donc Universe City mais aussi University. Elle va se rendre compte que le créateur de ce podcast, Aled, c'est un gars qui est dans son école. Un énorme choc pour Frances quoi, parce que vraiment elle idolâtre ce gars, ce qui fait son talent et tout, et elle va être encore plus choquée lorsqu'il va lui demander de justement prendre ses dessins pour vraiment les mettre sur le podcast. Et à partir de là, ils vont commencer une relation d'amitié qui est absolument sensationnelle. Et les amis, on applaudit ce livre parce que les personnages principaux ne sont pas en romance. Frances et Aled ne sont pas du tout amoureux. Frances, elle va plutôt être intéressée par une fille qui a disparu et avec qui elle va essayer de la retrouver, etc. Tandis que Aled, il va avoir une relation avec un autre gars, mais ça va être aussi un petit peu compliqué puisque Aled est dans le spectre de la sexualité et du coup il sait pas trop comment l'exprimer, etc. On est vraiment sur une relation d'amitié au premier plan. On l'a pas beaucoup vu. Frances et Aled ne vont pas tomber amoureux. Ça va être juste la relation d'amitié la plus belle que vous avez jamais lue de votre vie. On va avoir en fait ce point de vue de Frances qui va vachement évoluer sur son futur. Aled est à l'université et en fait ce n'est pas du tout ce qu'il imaginait. Petit à petit il tombe en dépression et du coup on a en même temps ce point de vue d'une personne qui est encore au lycée et qui espère, qui se dit que l'université ça va être mais tout ce qu'elle a toujours voulu, que tous ses rêves vont se réaliser, qu'enfin elle va devenir une adulte. Et ensuite on a le point de vue de quelqu'un qui est à l'université et qui se dit mais en fait c'est horrible, je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'aimerais bien retourner au lycée à l'époque où tout était facile. Ça fait vraiment quelque chose. On a aussi tout l'aspect du podcast qui est extrêmement bien mené et en fait c'est une enquête aussi au fur et à mesure. Chaque épisode te donne des indices sur certains trucs et la manière dont Aled s'exprime à travers ce podcast, enfin en fait c'était tellement unique. La détresse étudiante, le fait de ne pas savoir quelle est sa voie, de croire avoir tout compris pour au final complètement tout perdre. Et le point qui a fait que vraiment ce livre il est tout de suite rentré dans mon cœur, c'était que c'était le premier livre que je lisais avec de la représentation de la sexualité qui était vraiment écrit sur la page, vraiment le mot était là et c'est grâce à ce livre en fait que j'ai vraiment compris et que c'était aussi mon cas. Du coup forcément il y a une grosse part de moi qui est dans ce livre et c'est pour ça que je lui en serai à jamais reconnaissante. Et aussi en fait tout cet aspect ne pas faire des erreurs, cette pression en fait qu'on se met, cette pression des parents, cette pression des professeurs, cette pression de nous-mêmes, mais en fait la société qui te fait croire que t'as pas le droit de sortir de ton chemin tout tracé. Et Frances elle va vraiment en fait être en mode est-ce que je peux? Qu'est-ce qui se passe si jamais je ne fais pas le plan que j'avais prévu pour moi-même? C'est terrifiant mais en même temps c'est un livre qui n'a pas énormément fait parler de lui, mais je vous en conjure vraiment donnez-lui une chance. Il paraît un petit peu simple comme ça, c'est une bulle de sécurité et de réalisme et d'authenticité. Ils sont jeunes, ils sont très innocents encore, ils se font des erreurs, ils se posent des questions en fait qu'on s'est tous posées. Et ouais c'est un livre en tout cas moi qui m'a fait vachement de bien. Alors après trigger warning pour santé mentale, pour suicide, pour dépression, ils vont en fait se sauver l'un l'autre quelque part et le lien qu'ils ont à travers leur passion commune, ça aussi c'est très beau. Donc voilà, je vous le conseille absolument. Voilà, nous sommes en 2020 les amis et officiellement à partir de maintenant ce sont des livres que j'ai découverts avec vous et que vous avez pu voir dans mes tops de fin d'année. Et on va avoir le français de l'équipe. J'ai effectivement complètement remis toute ma vie en question quand j'ai lu Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Ça ne surprend personne, ce livre est un préféré pour pas mal de gens mais c'est tellement mérité. Le fait que ce soit français et que ce soit une histoire qui est tellement résonnée en moi, il s'est hissé très haut très vite. Il est rentré mais d'une force, il m'a fracassé, il m'a fait pleurer pendant 3 jours d'affilée. Et le timing aussi de cette histoire, je l'ai lu à un moment donné où j'en avais besoin, je pense. Et j'étais aussi en train d'écrire La Bonne Direction, la fin de La Bonne Direction, et il y a énormément de similitudes entre La Bonne Direction et ce livre. On va suivre
l'histoire de Léa qui est passionnée de basket et qui pense qu'elle va être pro et tout. Enfin bref, elle a un superbe avenir qui se tisse devant elle jusqu'au jour où son père meurt et du coup ça lui fait remettre en question toute sa vie puisque c'était lui en fait qui l'a motivée principalement pour le basket. Et elle va se retrouver complètement perdue. Elle sait pas du tout ce qu'elle doit faire de sa vie, elle ne sait pas comment gérer son deuil, elle ne sait pas comment gérer sa mère, sa petite sœur. Et son échappatoire, ça va être en fait ce gars qui s'appelle Anthony, qu'elle va rencontrer un petit peu par hasard. Et leur destin, ils vont se retrouver mêlés d'une manière qui est très très belle. Ce livre, ça parle de passion. Ça parle de perdre sa passion. C'est pas anodin. Pour quelqu'un qui en fait ne vit que pour ça, elle c'est le basket, ça anime tes journées, tu te réveilles pour ça. T'as un lien particulier avec ta famille pour ça. Et quand tu perds ce truc, tu as l'impression que ta vie s'arrête et tu as l'impression d'être vide, tu ne sais plus pourquoi en fait tu es sur cette terre. Et la manière dont ça a été représenté, je vous jure les gars que c'était merveilleux. Le deuil aussi, je ne le comprends pas, je ne sais pas comment, quoi, je dois être là pour les gens mais je ne suis même pas là pour moi. Ce message en fait qu'il n'y a pas une façon de le vivre et que chacun va le faire différemment et qu'il n'y a pas de compétition de qui va le mieux le vivre, il faut juste le traverser. Et enfin, la relation sœur-sœur, c'était pour m'achever. Je pense que c'est vraiment mon truc préféré de ce livre. D'ailleurs, vous vous rappelez que j'ai pleuré sur Marie Marais quand elle m'a signé ce livre. En gros, Léa, avec sa petite sœur, ça se passe pas bien du tout. Et en plus là, avec le décès, du coup, ça va être encore plus compliqué. Et au-delà de leur manque de communication, de voir en fait l'amour qui brille malgré tout et l'amour qui est là. Franchement, c'est un livre à lire qui est bouleversant mais qui est en même temps tellement beau et rempli d'espoir. Et Marie, je t'en supplie, refais du young adulte, s'il te plaît. La France veut plus de young adulte, je t'en supplie. Pour le prochain livre, les amis, il fallait un petit peu qu'on ait de la romance dans tout ça. Et oui, puisque je suis aussi une fille de romance. Là, actuellement, si tu me demandes c'est quoi ma romance préférée, je réponds la même chose depuis 2021, The Charm Offensive de Alison Cochrane. Je l'aime tellement. C'est un style de romance qui je pense ne plaît pas à tout le monde puisque c'est le parfait mélange entre quelque chose de très rom-com avec une situation ici, on est dans une télé-réalité, tu tapes des barres, c'est super drôle, il y a des situations faites exprès pour te faire... En même temps, on a des représentations de santé mentale et de neurodiversité qui sont on point. Et en plus de ça, on a des discussions sur la psychologie des personnages, on a un travail de leur relation qui est intéressant, on a une crise des 80% qui est géniale puisque elle met les points sur les i, sur plein de trucs différents. C'est sensationnel. C'est très axé personnage et très axé psychologie. Et du coup, je pense que pour certaines personnes, c'est pas forcément ce qu'on recherche dans une romance, puisqu'il n'y a pas de smut forcément dans celle-là. On va suivre l'histoire de Charlie, qui est un mec qui a beaucoup de toc, qui a beaucoup de mal à parler aux gens, qui se sent pas très bien dans sa peau. L'entreprise le menace de le virer si jamais il progresse pas socialement parlant. Et du coup, je me suis dit que pour redorer de son image, j'allais faire une télé-réalité hashtag The Bachelor pour s'entraîner en fait à être plus à l'aise, notamment avec les femmes. Le truc, c'est que de 1, en fait, il va se rendre compte qu'il est pas du tout attiré par les femmes, et de 2, l'un des caméramans, il est plutôt mignon, il est très attachant et surtout ça va devenir sa bouée de sauvetage dans cette télé-réalité qui est horrible pour un mec qui est anxieux comme lui. Et ce mec là c'est Dev qui lui aussi va pas super bien dans sa vie, il est en dépression depuis un petit moment, il va complètement en fait va se prendre d'affection et d'amour pour ce Charlie et tous les deux ils vont se guérir l'un l'autre et se tirer vers le haut. C'est avant tout une histoire de guérison et avant tout une histoire de santé mentale clairement au travers en fait d'une relation et à quel point parfois, enfin c'est pas l'amour en fait qui va faire que d'un coup tu vas te sentir mieux ou quoi que ce soit. Et notamment si jamais t'es pas prêt, il faut le dire, c'est pas grave d'attendre. Et justement la grosse discussion des 80%, c'est que Charlie lui dit écoute Dev, je pense que pour le moment tu es pas du tout bien déjà de toi avec toi-même, tu n'arrives pas à t'occuper de toi avec toi-même et je ne veux pas me lancer dans quelque chose avec toi si jamais tu ne prends pas soin de toi. Et Dev en fait va se rendre compte que ouais c'est grave et qu'il mérite de prendre soin de lui et du coup c'est ce qu'il va faire et ensuite ils vont se retrouver une fois que ça va mieux. Si jamais vous voulez de la romance qui est bien écrite, qui est safe, The Charm fucking offensive, vraiment. Et en plus de ça c'est drôle, enfin c'est la télé-réalité. On arrive les amis à l'avant-dernier livre de cette vidéo et pas des moindres. Je pense que celui-là a eu un effet de très spirituel. Along with You in the Ever de Olivia Blake. Je vous en ai vachement parlé et je vous ai vachement saoulé avec celui-là. J'ai payé 90 balles pour avoir la version auto-éditée. C'est la version Waterstone avec les petites ruches. Par où commencer avec cette histoire? Franchement, je vais commencer par vous montrer du coup ma version annotée.
Vous allez voir qu'il y a une petite brand dans mes livres préférés. La santé mentale. Celui-là, je le qualifie de le spirituel. C'est un peu celui où tu sais, tu te sens atteindre le divin. T'as l'impression de t'élever. Je vous jure que dès que je relis le résumé, waouh, ça fait waouh. Ensuite, dans ce livre, une histoire d'amour entre Regan et Aldo, qui sont deux adultes qui vont pas du tout bien et qui en fait vont trouver un réconfort énorme l'un avec l'autre. Mais ce réconfort va peut-être aussi être ce qui va les mener à leur perte. Regan, de son côté, elle est bipolaire et elle enchaîne les relations toxiques, notamment elle a ce mec qui la traite comme de la merde depuis des années, mais elle pense que c'est la seule chose qu'elle mérite. Et c'est une meuf qui est passionnée d'art, encore une fois. The brand. C'est elle en fait qui organise des visites dans un musée. Quand elle sent en fait qu'elle commence à avoir de l'inspiration, elle trouve que c'est mauvais signe et elle trouve qu'elle part complètement en live. Elle se retient de peindre depuis des années. Aldo, c'est un étudiant en maths qui donne des cours à la fac et c'est un mec d'une douceur extrême. C'est un mec qui peut te parler de maths pendant des heures. C'est un mec qui peut te raconter pourquoi est-ce que les ruches des abeilles sont de telle forme. C'est un mec en fait qui surtout est un peu innocent de tout et ils vont se rencontrer au hasard et ils vont s'autoriser à avoir 6 conversations l'un avec l'autre. Ce livre à chaque fois me perturbe puisque j'ai pas les mots pour le décrire. C'est tellement what the fuck, genre en gros ça vous parle de maths d'une manière spirituelle. C'est magique tout en parlant de maths. Moi ça c'est un truc que j'affectionne tout particulièrement. Je vous jure que c'est orgasmique, genre vraiment des fois tu passes une page en entier à parler de chiffres et tout et Aldo c'est un en fait de ses intérêts spécifiques, les maths, où à chaque fois qu'il ouvre la bouche et qu'il te raconte l'univers fascinant, c'est captivant. Et Regan elle est en mode je veux te protéger, je te veux dans ma vie. Et le truc c'est que grâce en fait à Aldo, Regan va se remettre à peindre. La structure du livre est très déroutante puisque à chaque chapitre presque la structure change. Il y a des gens qui disent que du coup c'est what the fuck, genre Olivier Blake tu t'es fait un petit délire et tout. Mais moi franchement je défendrai à vie ce livre puisque à mes yeux il reflète exactement ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Là pour l'exemple de Regan est bipolaire. Vous savez des fois il y a des phrases dans le livre où c'est écrit une centaine de pensées me traversèrent l'esprit et m'embrouillèrent. Olivier Blake passe toute une page à t'écrire les 100 pensées qui te brouillent la tête. Elle ne finit même pas ses phrases, qu'il y a d'autres pensées qui viennent, enfin c'est décousu. Mais du coup c'est tellement réaliste et franchement, lire ce livre, ça a gratté en fait une partie de mon cerveau. Un chaos réaliste, vous voyez, et aucun livre n'a fait ça avec sa narration. Il y a un narrateur qui est là pendant une partie de l'histoire et du coup tu peux interpréter ça comme tu veux. Est-ce qu'en fait c'est Regan qui dissocie et que du coup elle se voit de l'extérieur, puis ensuite ce narrateur disparaît? C'est un livre qui est unique, c'est une expérience de lecture unique avec des personnages uniques. Je pense que vous n'irez jamais un truc comme ça. Donc ça passe ou ça casse, clairement. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont détesté ou des gens qui l'ont adoré. Ou si jamais vous cherchez quelque chose de différent. Et c'est pas vraiment qualifiable, vous voyez, genre moi en soi je dirais que c'est du contemporain, surtout adulte, en étant de la romance, mais la relation n'est pas forcément très saine et ils vont tous les deux très mal. Ça parle d'art énormément, ça parle de maths, ça parle de famille beaucoup, ça parle de santé mentale, ça parle d'abeilles, que des abeilles tout le temps, ça part du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Est-ce que le temps c'est linéaire? Est-ce que le temps c'est un cycle? Est-ce qu'on ne va faire que les mêmes choses en boucle? Et enfin les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et non, il n'est pas 18h, il est 11h20, mais il pleut. Et ce livre là, c'était mon livre préféré de 2023, donc vous savez sûrement de qui on parle. Ashley, mon nouvelle autrice préférée. Je suis trop contente en fait de ce top parce que les livres sont un peu pareils, tout en étant complètement différents. C'est un univers entier. On est sur un contemporain qui est qualifié de rom-com. Alors je vous arrête tout de suite, Ashley n'écrit pas de rom-com. Hein. Non, vraiment, celui-là et Seven Years Sleep, ce ne sont pas des rom-com. Vraiment, préparez-vous à chialer. C'est l'histoire de Florence qui, depuis qu'elle est toute petite, voit des fantômes. C'est son secret qu'elle partage avec son père. Et le truc c'est que toute sa famille est très chill à propos de la mort. Ses parents tiennent des pompes funèbres, donc les filles elles sont habituées depuis qu'elles sont toutes petites à parler de mort, à parler de cadavres, à parler d'enterrement. C'est pas quelque chose qui leur fait peur jusqu'au jour où leur père décède. Et du coup elles se retrouvent face à la mort, mais concrètement, finalement ça remet en question pas mal de choses dans leur vie. Surtout Florence, puisque elle était très proche de son père. Et Florence elle est aussi autrice, mais elle est ghostwriter. Donc en gros elle écrit des livres pour des gens. Son éditeur va aussi mourir et elle va voir le fantôme de son éditeur. Et le truc c'est que quand elle voit le fantôme de quelqu'un, c'est parce que cette personne est un petit peu coincée et qu'elle a encore un truc à faire sur cette terre, et du coup elle va travailler avec son éditeur pour essayer de comprendre c'est quoi qui le retient. Il est là pour l'aider elle à traverser son propre deuil de son père. Et en même temps, en fait Florence, il y a un livre qu'elle veut écrire depuis des années sur justement sa famille et sur le fait de se sentir un petit peu bizarre, la famille Adams, voir les fantômes et tout. Le truc c'est qu'elle n'a jamais osé. Elle se demande si elle va pas en fait écrire un livre que pour elle et ce sera le livre de sa vie. Et
Il y a plein de façons de décrire ce livre. Tu peux partir de la romance, tu peux partir du deuil, tu peux partir de l'écriture, tu peux partir des fantômes. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il m'a autant marqué, c'est qu'en fait il est complet, encore une fois. Il te parle de famille, père, fille, les sœurs, etc. Comment... Mais attends, je me rends compte qu'il y a du deuil partout en fait. Ça parle aussi en fait de passion. Florence, c'est une fille qui adore écrire mais qui s'est toujours retenue, qui a toujours eu peur de vraiment faire parler sa voix. Et ça c'est quelque chose auquel je relate énormément. Relation avec son père qui est... Oh mon dieu! C'est ça je pense qui m'a le plus détruit. Et ensuite on a tout ce côté un peu plus rom-com avec le fantôme, c'est très mignon. La relation qu'ils vont avoir tous les deux, ils vont s'aider et en même temps ils vont un petit peu se charmer quoi. Mais ils peuvent pas se toucher parce que lui c'est un fantôme. Donc vous voyez, c'est pas non plus hyper dépressif comme lecture parce que ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. Ça aborde le deuil vraiment avec douceur. Et surtout les 30 derniers pourcents sont très surprenants. Donc voilà, c'est encore une fois un livre qui a énormément résonné en moi et qui m'a énormément parlé. Et un petit peu comme le syndrome du spaghetti, c'est un livre qui est tombé comme ça. Allez Estelle, tu as besoin de lire ça? Quand je l'ai pris, je pensais que c'était un hasard, mais c'était pas du tout un hasard. Oh my god, les amis, c'est bon, c'est fini. Vraiment, quand je les regarde tous là, je suis remplie d'amour. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment genre toute ma personnalité, vous voyez, qui est vraiment l'un à côté de l'autre. Il y a des trucs qui sont très vieux, mais qui sont pas assez différents que les trucs que j'aime aujourd'hui. Donc voilà, mes amis, c'était le Ultimate About Estelle's Reading Guide. Si jamais vous avez lu certains des livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais je vous ai tenté pour certains. Voilà, je ne tolérerai aucune critique par contre. Hein. Ne me dites pas que vous en avez pas aimé certains, parce que non, hein, ce sont mes bébés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.